Début ce matin des travaux de la session inaugurale du Parlement national des enfants. 55 jeunes venus des cercles du district s'attelleront à mettre en place un bureau qui dirigera le Parlement pour les 3 années à venir. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe additionnelle mise à la disposition du Mali par la Banque mondiale dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'intervention. Cette enveloppe appuiera notre pays dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. L'annonce a été faite hier à Washington lors des échanges entre le ministre de l'économie et des finances et les responsables de la Banque mondiale. Merci de suivre l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Session inaugurale du Parlement national des enfants. Les travaux ont débuté ce matin à l'Assemblée nationale. Les 55 jeunes venus des cercles du Mali et du district de Bamako vont mettre en place un bureau qui présidera les destinées du Parlement pour les 3 années à venir. Cette nouvelle ère constitue la 3e législature du Parlement des jeunes. Son encadrement est assuré par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'administration parlementaire du Mali. Sira Batili a assisté à cette session inaugurale. Les députés juniors s'installent pour la 3e législature à l'Assemblée nationale. Ils sont 55 jeunes venus des 49 cercles du Mali et des 6 communes du district de Bamako, tous primés de leur cercle et de leur commune à l'examen du DF. Ils ont la lourde tâche de défendre la cause de la jeunesse malienne en faisant des propositions concrètes à l'hémicycle. Durant 3 jours, que dureront vos travaux, vous aurez à suivre une série de communications qui vous permettront de vous approprier la genèse et les missions du Parlement des jeunes et de prendre les mesures des tâches qui vous attendent. Vous aurez également à adopter les textes fondamentaux du Parlement des jeunes, à savoir les règlements intérieurs qui régiront la vie de l'institution. Par ailleurs, vous procéderez à l'élection du bureau qui devra présider aux destinées de votre Parlement pour les 3 prochaines années. Vous avez la lourde charge d'inaugurer la 3e mandature du Parlement des jeunes au Mali. Lourde tâche que vous aurez menée à bien, car ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Pour vous aider à atteindre les objectifs de cette session, vous pourrez compter sur l'administration parlementaire. 10 encadreurs vont guider les premiers pas de ces jeunes parlementaires, cela dans le souci de créer un cadre de concertation et de brassage, mais surtout un lieu d'apprentissage de la vie parlementaire. Les jeunes députés ont été sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Le Parlement national des jeunes constitue une tribune de concertation, d'échange, dont l'objectif est d'ouvrir des débats démocratiques entre jeunes maliens de divers horizons. Il ambitionne ainsi de former des leaders capables d'éveiller chez les jeunes les valeurs cardinales prônées par la culture de notre pays, à savoir celle de paix, de tolérance, de travail bien fait, de développement et de démocratie. La décision de créer des parlements nationaux de jeunes est venue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en 1999. Sa mise en œuvre a été confiée à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Mali a connu son premier parlement des jeunes en 2009. La Banque mondiale entend désormais appuyer davantage le Mali dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'intervention, elle met à la disposition de notre pays une enveloppe additionnelle de 150 milliards de francs CFA pour les 2 années à venir. L'annonce a été faite hier à Washington lors des échanges entre le ministre de l'économie et des finances et les responsables de la Banque mondiale. Depuis la capitale fédérale américaine, nous retrouvons Salif Sanogo. Se regarder droit dans les yeux pour se parler vrai et pouvoir se donner la main pour avancer dans une dynamique de gagnant-gagnant. C'est ce binôme qui sous-tend cette visite du patron de l'Hôtel des Finances au siège de la Banque mondiale. Sur place, il a été beaucoup question de leur nouvelle stratégie pour mieux lutter contre la pauvreté avec une enveloppe de 150 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années. La période qui s'annonce, c'est non seulement une période où on souhaiterait mobiliser plus de ressources pour accompagner les efforts du gouvernement dans sa quête du développement et du mieux-être des Maliens et des Maliennes, mais aussi c'est une période pour laquelle nous souhaitons mettre les fondements et les fondations, n'est-ce pas, pour la transformation de l'économie malienne, pour une économie qui soit en mesure de répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Le principal défi aujourd'hui, c'est le défi de l'emploi des jeunes. Il faut une économie moderne qui crée les emplois. Et nous allons nous y atteler dans la phase qui va s'ouvrir. Si la Banque mondiale entend faire plus et mieux, elle attend à ce que le Mali aussi en fasse autant, notamment au niveau des taux de décaissement.
Des mesures ont été identifiées pour que les projets de notre pays soient désormais mieux gérés. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale s'est engagée à intervenir au cours des 2 prochaines années pour une enveloppe additionnelle de 300 millions de dollars, ce qui permettrait en tout cas de booster davantage notre économie. Ce sont des montants importants qui viennent s'ajouter ou qui viendront s'ajouter au décaissement et qui vont être accélérés dans les prochains mois. De cela, il en a justement été question lors des échanges avec le vice-président de la Banque mondiale. Une séance de travail au cours de laquelle Mactar Diop a évoqué de nouvelles pistes et émis le vœu que le Mali puisse prendre le leadership continental dans le domaine des énergies renouvelables. Les relations entre le Mali et la Banque mondiale sont au beau fixe. Il s'agissait pour Monsieur le ministre de venir me présenter sa vision, les orientations qui ont été arrêtées par le gouvernement en matière d'accélération de la croissance. Et j'étais très satisfait de voir que l'économie malienne a repris, qu'il y a une taux de croissance de 7% cette année. Et nous voulons accompagner cet effort de croissance, ces efforts que le gouvernement. Nous avons discuté de nombreux sujets, mais nous sommes appesantis sur 2 sujets en particulier. Il s'agit de la question du développement agricole à travers l'irrigation et la situation du fleuve Niger. Comment est-ce qu'on peut aider le pays à réhabiliter un peu le fleuve et accroître des surfaces irriguées, et la question de l'énergie, de 2 dossiers qui sont importants pour le gouvernement, pour la croissance, mais de manière plus importante pour les populations maliennes. Dans les locaux de la Banque mondiale, il n'y a pas eu que des sourires protocolaires, mais bien ceux traduisant une entente cordiale. Au Mali, plus de 80% des conflits traduits en justice portent sur le foncier. Et si l'on y prend garde, la spéculation foncière pourrait être un frein à la lutte contre la pauvreté. C'est en somme ce que vient d'affirmer à Washington le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bachili, participe à l'invitation de la Banque mondiale à une rencontre sur le binôme foncier et lutte contre la pauvreté. Occasion pour lui de faire le point sur les réformes engagées par le Mali en la matière. On retrouve Salif Sanogo. Peut-on lutter efficacement contre la pauvreté sans avoir pris en compte la gestion foncière? C'est un cœur que les experts répondent par la négative. Elles l'ont confirmé encore une fois par cette conférence organisée par la Banque mondiale. D'un pays à l'autre sur le continent, la spéculation foncière et les conflits qu'elle génère sont légion. On a pu constater qu'à peu près 80% des litiges au niveau des tribunaux, et qui n'est que la partie visible de l'iceberg, 80% sont constitués par des conflits fonciers. Étant entendu que beaucoup d'autres conflits ne sont pas arrivés à ce stade parce que n'y arrive pas qui le veut, encore faudrait-il que les gens, les victimes soient informées de toutes les procédures qu'elles doivent entreprendre pour faire valoir leurs droits, et parfois même quand elles sont informées et qu'elles veulent exercer ces procédures, elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont économiquement faibles. Face à ce constat, le gouvernement malien a donc lancé une réforme de sa gestion foncière avec l'appui de certains partenaires. Une stratégie largement expliquée par le ministre Bachili. Pour lui d'ailleurs, il s'agit d'une question de justice sociale pour pouvoir contenir les risques de soulèvement populaire. Cette volonté d'une réforme très globale et à la fois ambitieuse a été fortement saluée par les partenaires du Mali. De leur avis, cette volonté politique dans le domaine du foncier est assez rare sur le continent pour ne pas être soulignée. Le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara, quitte Bamako demain samedi pour Paris pour participer à la réunion du bureau de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie prévue le 1er avril 2015. Lors de cette importante rencontre à laquelle le médiateur de la République participe en qualité de membre trésorier de l'association, plusieurs questions à l'ordre du jour seront examinées, dont notamment le plan d'action et le programme budgétaire 2015. Avant cette réunion, le médiateur de la République
procédera au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à la remise de la décoration de chevalier de l'Ordre national à Mme Catherine Choquet de l'Université de Paris 8 pour service rendu au Mali dans le domaine des droits de l'homme et de la compréhension internationale. La cérémonie, qui aura lieu le 31 mars 2015 au Consulat général du Mali à Paris, se déroulera en compagnie de son Excellence Cheikh Mouktari Diarra, ambassadeur du Mali à Paris. La 496e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue ce vendredi 27 mars au siège de l'institution à Addis Abeba en Éthiopie. Une réunion qui a examiné le rapport de la présidente de la Commission sur les pourparlers maliens d'Alger. Rapport présenté par Pierre Bouyoya aux représentants de l'Union africaine au Sahel et au Mali. La session s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, qui a spécialement fait le déplacement à Addis et que nous écoutons au micro de Alassane Diombilé. Le refus est fondé sur un certain nombre d'éléments qui, pour nous, constituent en soi des remises en cause. Remise en cause de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies, remise en cause de la résolution 2164, mais aussi remise en cause des fondations de cette organisation en partant de l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à aujourd'hui l'Union africaine. Je m'explique. Cette notion essentielle de l'Azawad, qui a été un peu touchée par le président Bouyoya, ne vise en fait qu'à considérer que les trois régions du nord du Mali, à savoir la région de Tombouctou, la région de Gao et la région de Kidal, puissent ensemble former une entité qui va constituer un nouvel État, remettant en cause les frontières issues de l'indépendance de nos pays, pour que cette entité Azawad puisse faire une fédération avec le reste du Mali, que nous considérons totalement comme une imposture, parce que plus de 90% de cette population ne se reconnaissent pas dans cette notion d'Azawad. Mais maintenant, prendre 380 km² pour couvrir 900 000 km² de territoire, dire que ce territoire va être appelé l'Azawad, où la majorité de la population n'est pas d'accord avec ça. Là, il n'y a pas de consensus même entre la communauté touareg sur la notion de l'Azawad, ni entre la communauté arabe, ni même avec l'ensemble de la population de ces trois régions, ne parlons même pas du reste du Mali. Et qu'aller dans cette direction va créer aussi les germes d'une guerre civile et d'une menace, d'une insécurité permanente dans ces régions. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, pour nous, l'Azawad, en tant que terroir, ne pose pas de problème, mais constituer une entité ou créer un État qui remet en cause les frontières va créer une insécurité permanente pour chacun de nous. C'est pourquoi nous pensons que les raisons qui motivent aujourd'hui le refus de la coordination sont des raisons qui violent les engagements précédemment pris par rapport à ça. Ne parlons pas de l'armée. Ils disent tous qu'on a accepté l'intégrité territoriale du Mali, on a accepté l'unicité de son État, on a accepté l'indivisibilité de l'État. Alors pourquoi faut-il encore revenir pour demander la constitution presque de deux armées? Et nous pensons que cela vraiment nous amènera complètement en arrière par rapport à ce processus et notre organisation commune doit se tenir sur nos principes. Le ministre Abdoulaye Diop était donc au micro de Alassane Diombilé depuis Addis Abeba. Demain, donc, le ministre Diop rencontrera les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, du Tchad et de la France autour de l'accord d'Alger. Notre compatriote Amidou Maïga, fonctionnaire malien détaché auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en fin de mission après 10 ans de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à la retraite. Au cours d'une cérémonie officielle, il a été décoré par Madame Michael Jean, secrétaire générale de la francophonie, en présence de Cheikh Mouktari Diarra, ambassadeur du Mali en France. Par ses distinctions honorifiques et les nombreux témoignages, l'OIF a rendu hommage à Amidou Maïga pour sa contribution décisive à de nombreux programmes dans l'école et langue nationale en Afrique pour le combat et la promotion de la diffusion des langues africaines et créoles en francophonie. L'ambassadeur Cheikh Mouktari Diarra s'est réjoui de ces résultats qui honorent selon lui le Mali. Pour Amidou Maïga, au-delà donc de la symbolique de la cérémonie, l'intérêt que les autorités du Mali portent sur le suivi des cadres maliens dans les organisations internationales est des plus encourageants. Une correspondance de Tiani Djimé Diallo.
Les militants du Rassemblement pour le Mali, RPM du Gabon, ont organisé le 8 mars dernier une manifestation culturelle, manifestation au cours de laquelle ils ont échangé sur la situation qui prévaut au Mali après le paraphe de l'accord d'Alger. Les militants RPM du Gabon, à travers leur secrétaire général Abdraman Koné, ont invité ceux qui n'ont pas encore paraphé l'accord à le faire pour que le Mali retrouve la paix et la quiétude indispensables au développement du Nord et de l'ensemble du pays. Ils ont réaffirmé leur soutien au président de la République et au gouvernement dans leur démarche pour la recherche de la paix dans notre pays. Les jeunes leaders de la société civile en partenariat avec la MINUSMA ont organisé une journée de réflexion sur la paix au Mali. Au centre des échanges, l'accord paraphé le 1er mars dernier à Alger par le gouvernement et certains groupes armés. Ils entendent expliquer le contenu de l'accord à l'ensemble des jeunes du Mali. Écoutons Amadou Baba Mariko, président de la commission d'organisation de cette journée, au micro de Moussa Fane. Les jeunes leaders se sont réunis il y a 3 semaines pour voir quelles sont les voies et moyens pour pouvoir comprendre le contenu, comprendre l'esprit et la lettre de ce projet d'accord de paix paraphé par l'État. Et cela, c'est pour pouvoir permettre le relais entre ceux-là qui n'ont pas eu la chance, soit par système ou par principe, être parmi nous aujourd'hui. Les moyens d'abord, c'est pour pouvoir permettre aujourd'hui d'identifier les stratégies participatives et légitimes des jeunes pour aller vers un Mali uni, un Mali stabilisé. Nous nous sommes dit qu'en cela, il faudrait que ces jeunes-là s'approprient de l'esprit et de la lettre de ces accords-là. À l'heure où nous sommes, il est important que la jeunesse sache de quoi il s'agit, parce que tout ce qui serait signé aujourd'hui en bien ou en mal, nous les hériterons demain. Et donc, il est important que nous nous approprions, que ce soit le projet de l'accord, que ce soit l'accord, que nous nous approprions de l'esprit et de la lettre pour éviter les mauvaises interprétations, de créer un cadre d'échange, un espace de concertation autour de ce projet d'accord de paix et pour la réconciliation nationale. À l'appel de la jeunesse du Gao, les populations de la cité des Askia s'étaient donné rendez-vous le mercredi 25 mars dernier au stade municipal Kassé Keita pour réaffirmer leur adhésion à l'accord d'Alger, seule alternative pour la paix et la réconciliation. Ils n'ont pas manqué de lancer un vibrant appel à leurs frères de la coordination des mouvements de l'Azawad pour qu'ils paraphent sans délai l'accord. Même exercice à Ségou hier 26 mars où les habitants de la cité des Balanzans ont battu le pavé pour dire oui à l'accord d'Alger, seule voie pour une sortie de crise et un développement socio-économique des régions du Nord. Nous reviendrons sur les temps forts de ces deux événements juste après ce journal et ce sera dans un magazine spécial. Jeunesse face aux défis sécuritaires en Afrique subsaharienne. C'est le thème du colloque organisé au Grand Hôtel de Bamako par la Fondation Konrad Adenauer. Les participants venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont planché pendant 2 jours sur la problématique jeunes et sécurité. Batraoré. En Afrique, les jeunes désœuvrés ou mal utilisés s'adonnent souvent à des activités peu orthodoxes comme les rébellions, les braquages et les crimes transfrontaliers, entre autres. C'est du moins le constat fait par la Fondation Konrad Adenauer. Cette rencontre sous-régionale devra permettre de susciter la réflexion sur le rôle que doivent jouer les jeunes face aux défis sécuritaires. Ce colloque de 2 jours à Bamako pour permettre à la jeunesse de mieux s'informer sur les différents défis en matière de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et prendre connaissance des grands enjeux sécuritaires du moment et surtout prendre la mesure de leurs responsabilités et s'engager à amener leur contribution dans la recherche de solutions appropriées aux grands enjeux qui caractérisent la sous-région en ce moment. Au regard des nombreux défis du moment, un changement de comportement de la part des jeunes devient nécessaire pour le développement. Les conclusions qu'on peut tirer du colloque sont nombreuses et s'adressent principalement à nous les jeunes. Nous devons être les premiers responsables et nous devons agir, non plus attendre que l'État fasse tout, mais en tant que jeunes et premiers acteurs du développement, nous devons prendre nos responsabilités. Et entre autres responsabilités sur la question du chômage, nous ne devons plus attendre de l'État que l'État crée des emplois. Nous devons nous-mêmes être des créateurs d'emplois pour ne pas être dans l'oisivité et être source d'insécurité, entre autres. Un atelier de ce genre est vraiment d'actualité et mérite d'être accompagné et soutenu.
Le colloque de Bamako a certes pris fin, mais le débat sur l'implication des jeunes dans la gestion des conflits armés reste d'actualité. Dans le cadre de la commémoration du 26 mars 1991, l'association des élèves et étudiants du Mali AEM, qui a été à la base du mouvement, a organisé une conférence débat avec comme thème « Quel enseignement et souvenir pour l'AEM ?» On retrouve Batraoré. Pour le bureau de coordination de l'AEM, le 26 mars 1991 est une date historique au Mali. Elle marque l'avènement de la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi les étudiants sont sortis massivement ce 26 mars pour assister à cette conférence débat qui a pour thème « Quels enseignements et souvenirs pour l'AEM ?» Il s'agit pour les étudiants de faire le bilan des 24 années de démocratie au Mali. Si aujourd'hui, vous voyez que nous sommes capables de faire des conférences parce que nous sommes dans un système démocratique. Vous comprenez, l'AEM est satisfait parce qu'il y a le système de la liberté totale, il y a le système de faire le mouvement, il y a le système de revendiquer en tant qu'association et sans être empêché de façon brutale. Je dirais que l'AEM est satisfait dans ce sens. Selon son secrétaire général, l'AEM va désormais revendiquer ses droits dans le respect des règles. En réalité, il y a eu des moments où l'AEM faisait ses revendications, il faut le dire, de façon brutale. Maintenant, on a fait la reprise de conscience. Il y a 3 ans d'ici là, l'AEM revendique tout en étant en classe parce que nous savons que le tout minimum temps que les professeurs nous dispensent du cours, si ces temps-là on les passe ailleurs, je sais que nous sortirons sans niveau. Notons que le débat était animé par Issa Mariko, un ancien leader du mouvement estudiantin. Les responsables de la MINUSMA, eux, ont organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse. La conférence avait pour thème « Rôle de la société civile dans la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali ». Reportage de Youssouf Diakité. L'objectif de la présente conférence de presse initiée par la MINUSMA est d'informer la presse et l'opinion nationale sur la tenue prochaine d'un atelier de formation sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Un objectif qui cadre avec le thème choisi, le rôle de la société civile dans le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Tous nos programmes et tous nos bureaux pays ont des programmes à l'intention des parlements. Pour nous, le Parlement, son rôle est crucial dans une démocratie. La société civile, les médias, leur rôle est crucial dans une démocratie. Et les partis politiques, nous pouvons dire tout ce que nous voulons des partis politiques. Mais la preuve du contraire, personne ne peut nous le brandir. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Les acteurs internationaux doivent être tout simplement à côté pour les accompagner. Amener l'expertise internationale et amener aussi les ressources. La sécurité couvre l'ensemble des domaines sociaux, économiques et culturels et c'est beaucoup plus large. La notion de la sécurité intègre la gouvernance démocratique et intègre fondamentalement la question du développement. L'atelier dont il est question a pour objectif d'identifier fondamentalement les types d'intervention de la société civile dans les domaines de la sécurité. Ouverture ce matin à l'école de maintien de la paix du colloque scientifique de la médecine militaire au Mali. Cette deuxième édition qui a pour thème couverture sanitaire et forces armées, quelle assurance pour les militaires, étudiera les modalités de prise en charge des militaires par l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Elle permettra aussi aux participants de mieux s'outiller dans le traitement des maladies comme Ebola et le diabète. Compte rendu de Modibo Mariko. Une meilleure prise en charge sanitaire tout court de nos hommes en tenue. Préoccupation principale de ce colloque, deuxième du genre à Bamako. Pour atteindre cet objectif, le rendez-vous des médecins militaires n'a pas cherché loin. Il a tout simplement mis au centre des réflexions le thème couverture sanitaire des forces armées, quelle assurance pour les militaires. Une problématique que les médecins militaires vont transformer en opportunité pour se former en vue de mieux servir. Ce colloque nous permettra de mieux nous outiller afin de donner les réponses et solutions idoines à toutes les préoccupations des bénéficiaires placés sous vos ordres. D'autres thèmes seront également abordés, notamment l'hypertension artérielle dans les garnisons de Bamako et Kati, le bilan de prise en charge des traumatismes de guerre, la maladie à virus Ebola, les infections neuroméningées post-opératoires en neurochirurgie et surtout la présentation du bilan des activités médicales des infirmeries de garnison. Des objectifs faciles à atteindre selon les organisateurs du colloque qui comptent aussi pour ce faire sur l'assurance maladie obligatoire.
Ce sera le lieu pour vous de débattre des implications de cette décision, de discuter des modalités de mise en œuvre et de proposer des solutions audacieuses et innovantes aux éventuelles difficultés qui pourront survenir. Sans anticiper sur vos propositions, nous pouvons facilement deviner que le projet d'hôpital militaire ou l'utilisation de la télémédecine seront des pistes à explorer par le service de santé des armées, et cela en mettant en perspective l'amour avec notre total soutien. Des innovations notées pour cette deuxième édition du colloque scientifique de la médecine militaire. La participation en direct des militaires par visioconférence à partir de Tombouctou et le début d'internationalisation du rendez-vous par la présence des deux pays de la sous-région, le Togo et le Sénégal. L'ambition des organisateurs est de faire un jour du forum une rencontre panafricaine, pourquoi pas mondiale, parole des militaires. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sensibilisent le grand public sur cette maladie à travers l'association Mali Parkinson. Les malades organisent en effet une journée avec comme thème « Saisir la main qui tremble », une journée qui sera mise à profit pour dépister des malades. Adama Koulibaly. L'association Mali Parkinson, depuis sa création, travaille en partenariat avec les médecins qui traitent la maladie et les pharmaciens. Cette journée est organisée pour consulter des personnes atteintes par la maladie. Les hommes de la santé en charge des soins de la maladie soulignent que les patients sont nombreux par rapport aux médecins. Nous sommes réunis pour justement la 3e édition pour le dépistage des malades atteints de Parkinson. Parce que nous avons des problèmes sérieux à ce niveau, parce que le diagnostic de cette maladie est sous-estimé. C'est sous-estimé à cause de plusieurs raisons, de plusieurs difficultés et de plusieurs contraintes. La première difficulté, c'est l'accès au personnel. L'accès au personnel, c'est difficile parce que le nombre de neurologues est insuffisant. Nous sommes à peu près une dizaine pour 16 millions d'habitants, vous voyez. C'est difficile d'accéder au personnel neurologue. La deuxième difficulté, c'est par rapport à l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments aussi, c'est difficile parce que le coût des médicaments est cher. Quant au président de l'association, il s'est dit satisfait de la mise en place d'une organisation de défense des droits des malades de Parkinson. L'hommage est rendu au professeur Moussa Traoré, scientifique émérite et humaniste hors pair, car plus et mieux que les critères extérieurs de la réussite, il aura été un paragon des vertus intérieures. Dès lors, quoi de plus normal qu'il se soit inlassablement investi et à fond avec d'autres bonnes volontés pour porter sur les fonds baptismaux l'association Mali Parkinson, unique en Afrique. Le docteur Camara a profité pour rappeler des activités menées par l'association. Des consultations en 2013 et 2014 qui ont pu déceler plus de 100 personnes atteintes par la maladie. Début des travaux de la première session ordinaire du Comité national de pilotage du projet renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali. Ce nouveau projet de 5 ans vise à assurer la sécurité alimentaire dans les zones arides et semi-arides de notre pays. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre du Développement rural, compte rendu de Lamine Keita. Ce premier comité de pilotage qui marque le démarrage des activités du projet va se prononcer sur le programme d'activité et le budget annuel. Le projet renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali doit permettre de renforcer les petits producteurs. Les activités, vous avez d'abord une première composante qui consiste à assurer la disponibilité en céréales, c'est-à-dire avec la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire, l'approvisionnement en aliments bétail, et aussi il y a le renforcement des moyens d'existence des éleveurs, des agriculteurs et des pêcheurs par, entre autres, la reconstruction du cheptel au niveau des couches les plus vulnérables, dans les régions les plus arides, où l'insécurité a fait que les gens ont perdu beaucoup leurs moyens, leur cheptel, leurs moyens de subsistance. Donc ça consiste aussi, au niveau des agriculteurs vulnérables, à apporter des intrants de qualité afin que les activités de culture puissent démarrer. Aussi, les pêcheurs à étendre des activités de pisciculture communautaire. Selon le ministre du Développement rural, ce projet est le bienvenu car il correspond au programme d'action gouvernementale.
L'objectif sectoriel du PIA Mali s'inscrit dans les objectifs prioritaires du gouvernement de la République du Mali et le projet politique du Mali d'abord de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Il vise à renforcer la résilience des agriculteurs, pasteurs, pêcheurs face aux effets néfastes des changements climatiques afin de contribuer à la réduction significative de la pauvreté en réalisant la sécurité alimentaire institutionnelle de façon durable dans les zones arides et semi-arides. Avec un coût total de 24 milliards de francs CFA, le projet renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali est financé par la Banque islamique de développement. 8e session du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique INSAT à l'hôtel Salam. Au menu de l'ordre du jour, le rapport d'activité, l'exécution du budget 2014 et le projet de budget 2015. Bidikoune. Le budget de l'Institut national de la statistique est en hausse de 24,06%. De 2 milliards 94 millions de francs CFA en 2014, il est allé à 2 milliards 632 millions de nos francs cette année. C'est ce qui ressort de la 8e session du conseil d'administration de l'Institut. Au cours de l'année écoulée, l'INSTAT a conduit à son terme le processus participatif d'élaboration du schéma directeur de la statistique 2015-2019. L'Institut a par ailleurs préparé les textes de création du centre de formation et de perfectionnement des agents du système statistique national. Il s'agira maintenant d'opérationnaliser les 10 centres pour enfin trouver un début de solution aux problèmes récurrents de ressources humaines. Le budget 2015 de l'Institut national des statistiques a une particularité et connaît plusieurs orientations précises pour l'amélioration de la production et la diffusion des données statistiques dans notre pays. Le bilan est globalement jugé satisfaisant par les administrateurs parce que les activités qui étaient prévues au programme 2014 ont été exécutées à plus de 90%. Nous allons conduire des opérations importantes, notamment l'enquête de couverture à indicateurs multiples. Et puis, il y a le recensement général agricole avec le développement rural, qui sont des opérations statistiques d'importance capitale. L'INSAT est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il a pour mission de promouvoir la recherche, la formation et le développement dans le domaine de la statistique. Le budget 2015 de la maison du Hadj connaît une hausse de 7%. Il se chiffre à plus de 331 millions contre 310 millions de francs CFA en 2014. L'information a été donnée ce matin au cours des travaux de la 10e session du conseil d'administration de la maison. Compte rendu de Agali Agissa. Des engagements nouveaux et une nouvelle instance dirigeante. Voilà désormais la physionomie de la maison du Hajj. Les administrateurs échangent sur les stratégies à développer pour améliorer les conditions de pèlerinage au Mali. Ils sont réunis à la faveur de la 10e session du conseil d'administration de la structure. Il y aura désormais une rigueur par rapport à l'utilisation que les agences de voyage feront des pèlerins, des lieux de pèlerinage, des sites. Quand les gens dépensent, il faut qu'ils soient décemment traités. Décemment. Et cette fois-ci, nous mettrons en place une structure de supervision et qui fera en sorte que nous pourrions procéder à des sondages et à des observations pendant le pèlerinage. Le budget 2015 connaît une hausse de 7%, ce qui devra permettre de mieux faire face aux défis qui sont, entre autres, la formation, la sensibilisation, l'éducation des pèlerins. Le projet de budget 2015 de la Maison du Hadj s'équilibre en recettes et en dépenses à 331 577 000 francs CFA contre 310 864 000 francs CFA, soit une augmentation de 7%, ce qui est peu. Au cours de la rencontre, les administrateurs examinent également l'état d'exécution des activités au titre de l'année écoulée. Le nouveau directeur général de la maison du Hajj, Abdul Aziz Mahamadou Maïka, a été présenté au conseil qui enregistre de nouveaux administrateurs comme le représentant des agences de voyage.
Nous ouvrons la page sport avec du football. La 5e édition de Sida Foot aura lieu cette année au mois de juin. L'événement enregistrera la participation de plusieurs stars du football qui vont également véhiculer des messages pour la paix et la lutte contre la maladie à virus Ebola. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de notre reporter Aldi Matina. Cette cérémonie consacre le lancement des activités de l'association Sida Foot. L'édition de cette année a comme thème Sida Foot pour la paix et la lutte contre Ebola. Le choix de ces thèmes s'explique par la situation sociopolitique qui traverse notre pays et toute la symbolique qui recouvre l'expression Sida Foot. C'est une opportunité que nous avons. Nous devons la saisir pour véhiculer les messages de paix, d'amour, de fraternité, pour que notre Maliba d'antan puisse retrouver ses valeurs sociétale, de fraternité, d'amitié, de convivialité. Démarré en 2011, le projet Sida Foot se veut un vecteur d'accompagnement pour la paix et la lutte contre les maladies. C'est là à travers la sensibilisation des jeunes par le biais du sport, notamment le football. Je demande à l'ensemble des partenaires de prendre Sida Foot comme une fierté nationale, de prendre Sida Foot comme un événement national pour que ça soit vraiment un grand événement. Nous avons décidé d'introduire le prix Michel Sidibé parce que Michel Sidibé est une fierté pour le Mali. Michel Sidibé est le premier Africain à être directeur exécutif de l'histoire de l'ONU-SIDA. Pour cette 5e édition, les organisateurs entendent mettre les petits plats dans les grands. Plusieurs activités sont ainsi prévues, entre autres, une caravane de sensibilisation, l'organisation de la nuit Sida Foot, visite de soutien des stars de football aux structures de prévention et de traitement du sida, et l'organisation d'un match de gala le 14 juin et qui mettra aux prises l'équipe championne du Mali saison 2014 et l'équipe Sida Foot, composée des stars de footballeurs maliens et africains invités pour l'occasion. Lors de la cérémonie, l'association Sida Foot a offert des trophées de reconnaissance à certains partenaires et récompensé la formation championne du Mali saison écoulée, le Stade malien de Bamako, qui enlève le prix Michel Sidibé, doté d'1 million de francs CFA, et le meilleur gardien du même exercice, Soumaïla Diakité du Stade malien de Bamako, qui a obtenu 250 000 francs CFA. Les activités de Sida Foot 2015 sont prévues au mois de juin prochain. Championnat national de Ligue 1, cette fois-ci, hier au stade Omnisport Modibo Keïta, le stade malien de Bamako a enregistré sa toute première défaite de la saison, battue 2-0 par la Somme. En seconde heure, le centre Salif Keïta et l'AS Police ont fait match nul 0-0. Résumé de cette rencontre avec Mamoutou Dante. Le stade malien de Bamako a enregistré sa première défaite de la Ligue 1 devant la Somme 2-0. C'est là à la faveur de la 11e journée. Les débuts de l'association sportive olympique de Missira ont été inscrits en première période par Ousmane Suntora et de Moussa Tungara. Kassim Bamba, ex-entraîneur du stade malien de Sikasso, a reçu son entrée en lice de la Ligue 1 à la tête de la Somme face à un stade malien méconnaissable. Juste un retour en famille. Je crois que j'avais monté cette équipe de toutes pièces. Nous sommes venus apprendre, nous sommes ce soir à une grande équipe. Le stade, quoi qu'on dise, le stade malien de Bamako reste une référence du football malien. Je crois que c'est un club que je respecte. Bon, nous avons gagné, je crois qu'on a été plus chanceux ce soir. Les enfants ont mis le pied, ils ont respecté les instructions, les consignes données. Je crois que c'est à eux, bravo aux jeunes gens. On a assisté à un mauvais stade malien face à une très très bonne équipe de la Somme. Tout le mérite revient à l'équipe adverse. Je pense que mon équipe n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a été mauvais dans tout. Je pense qu'on n'a pas vu un très bon stade malien et aujourd'hui on n'a pas été bon. Il faut le reconnaître. Ce que je demande, c'est que les supporters puissent pardonner à cette équipe-là, même s'ils sont pas contents. C'est une équipe qui va se saisir dans les semaines à venir. Cette victoire permettra à la Somme de souffler un peu avec 3 points de plus après une série de défaites. Et le stade malien de Bamako reste à 19 points plus 7 avec un match en retard. Juste après cette affiche, l'AS Police et les CSK se sont séparés par un match nul de 0-0. Pendant les 90 minutes de jeu, ces deux équipes sont restées inefficaces devant le but. Vu la prestation des deux équipes, c'était pas facile de marquer. C'est vrai, on a eu des occasions nettes de but, on n'a pas pu concrétiser. Ça, c'est dû seulement juste à un petit manque de concentration des jeunes devant. J'espère qu'on va corriger ça pour la prochaine échéance, Inch'Allah. Si tu vois le parcours par rapport à l'année dernière, on a eu plus de bonus de points. On est à 12 points et ça reste les 3 journées
sinon 4 journées restantes, là, elles sont prenables? Bon, c'est toujours d'inefficacité devant les buts. Je ne cesserai de le décrire, mais nous allons toujours travailler, nous les entraîneurs. Moi, je pense que le championnat là est très pauvre en buts. Et quand vous voyez le match, un match 0-0 pendant 90 minutes, je crois que nous sommes intervenus. Mais nous les travaillons toujours pour qu'ils puissent avoir des buts. Et c'est le moment vraiment de gagner ces matchs-là pour ne pas se mettre la pression à la phase de retour. L'AS Police est à 13 points plus 2, tandis que le centre Salif Keïta compte 12 points plus 2. Lors de la prochaine journée, les CSK affrontent la Somme et le Stade Malien de Bamako joue contre l'AS Police. Sport toujours, mais de l'athlétisme cette fois-ci, avec le meeting 200 prévu ce week-end. Les différentes équipes sont déjà sur place et cette 23e édition, qui sera présidée par le ministre des Sports, verra la participation de plus de 300 athlètes du Mali. Le point avec Isaac Tienou. Ils seront plus de 300 athlètes des ligues et clubs du Mali à prendre part à cette édition du traditionnel meeting 200. Seule compétition populaire de la Fédération malienne d'athlétisme, ce meeting est aussi une occasion pour les athlètes de se confirmer pour la saison. C'est un meeting traditionnel qui suscite beaucoup d'engouement, que ce soit du côté des athlètes que du côté des responsables. Alors le meeting de sang, c'est comme un pèlerinage pour les athlètes. Non seulement c'est un meeting populaire qui regroupe beaucoup d'athlètes. Cette année, nous sommes à peu près à 350 athlètes. Mais aussi, c'est un moyen pour préparer nos athlètes pour les futurs jours. Parce que imaginez qu'il y a le Grand Prix qui va se passer le 21 avril à Bamako ici. Et c'est lors du meeting de sang qu'on va sélectionner les meilleurs athlètes maliens pour faire ce meeting Grand Prix. Environ 18 épreuves de courses et de concours seront au rendez-vous en dames et messieurs. Entre autres, les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500, les concours de poids et sauts à longueur, de javelot et disque, entre autres, en plus des relais 4x100, 4x400. Pour cette compétition, les records ne sont pas évidents. Il est très difficile de faire des résultats sur la piste de 100. Vous savez que c'est une piste encendrée. Or, nos athlètes, pour la plupart, que ce soit les cadets, les juniors ou les seniors, ils sont habitués à faire des compétitions sur les pistes en tartan. Alors, faire une piste à pareil moment de l'année, et surtout sur une piste encendrée, il va être très difficile de faire des performances. Mais c'est des performances qui sont significatives quand même, parce que ça permet aux entraîneurs de revoir les objectifs, soit en hausse ou en baisse. Pendant 2 jours, la ville du Centro Carantela sera la capitale de l'athlétisme malien. Voilà cette annonce avant de nous séparer à l'appel de la jeunesse des Gao. Les populations de la cité des Askia s'étaient donc donné rendez-vous le mercredi 25 mars au stade municipal Kassé Keïta pour réaffirmer leur adhésion à l'accord d'Alger, tout comme celle des Sougou hier 26 mars où les habitants de la cité des Balanzans ont battu le pavé pour dire oui à l'accord d'Alger. Alors vous pourrez suivre le résumé de ces 2 manifestations juste après ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous retrouverez Asseta Ibrahim Maïga pour l'unique édition de la mi-journée à 13h. Je serai là à 20h pour le journal du soir. Merci et bonsoir.